juste un mois après l'attaque du 7 octobre, la société israélienne est encore sous le choc. Aujourd'hui, l'armée israélienne est engagée sur le front gazaoui, mais c'est l'ensemble du pays qui est en état d'alerte. De nouvelles attaques viennent déjà du nord, où se trouve le Hezbollah libanais, mais aussi du sud, depuis le Yémen, où les rebelles Houthis tirent des missiles ciblant l'État hébreu. Il y a aussi la frontière avec la Syrie qui est problématique, le régime de Damas étant très hostile à Israël. Et c'est sans compter la menace iranienne qui chapeaute le tout. Donc forcément, Tsahal, l'armée israélienne, est sur le qui-vive. Actuellement, elle est partiellement déployée à Gaza où elle a manœuvré de manière à encercler la principale ville de la zone. D'ordinaire, les forces armées israéliennes comptent sur 170 000 soldats d'actifs, mais elles disposent aussi, toute proportion gardée, d'une des principales capacités de mobilisation de réservistes au monde. D'ailleurs, Tsahal a annoncé la mobilisation de 360 000 troupes supplémentaires pour renforcer les effectifs déjà engagés dans les opérations sur le terrain. Au total, ce sont plus de 500 000 réservistes qui peuvent être appelés si nécessaire. Ces renforts potentiels, ce sont des citoyens israéliens ordinaires qui ont déjà réalisé leur service militaire et qui, plusieurs fois par an, retournent en caserne pour s'entraîner et maintenir leur niveau de compétence. Ce sont des hommes, des femmes, des juifs, des arabes israéliens, chrétiens ou musulmans. Aujourd'hui, les forces de défense israéliennes sont réputées comme parmi les meilleures au monde. Alors pourquoi? Parce qu'elles participent régulièrement à de véritables combats et pas seulement à des simulations. D'ailleurs, à la différence d'autres pays, la doctrine militaire israélienne, c'est la victoire à tout prix. Parce que l'échec, ce n'est pas une option. Si Israël ne perdait ne serait-ce qu'une seule guerre, le pays disparaît. Il est entouré d'États hostiles et d'organisations ennemies, d'où l'incroyable palmarès militaire de Tsahal. Depuis sa création en 1948, l'État hébreu a affronté une succession de guerres, mais celles d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec celles d'hier. Les attaques viennent autant de l'intérieur, le djihad islamique palestinien, le Hamas, les brigades de Jenin, la fosse au lion, que de l'extérieur. Et puis les tactiques ennemies ont aussi évolué avec le temps. Donc, à quoi ressemble l'armée israélienne en 2023? Comment a-t-elle évolué au fil des décennies? Tsahal est-il prêt pour faire face aux défis de demain? On démarre. La création des forces de défense israéliennes remonte au 31 mai 1948, soit 2 semaines après la proclamation de l'indépendance d'Israël. David Ben Gourion, le tout premier ministre de l'État hébreu, a donné l'ordre de rassembler tous les groupes paramilitaires juifs qui étaient déjà actifs du temps de la Palestine mandataire, c'est-à-dire quand elle était sous autorité britannique. Ces organisations paramilitaires, qui n'avaient donc pas de caractère officiel, assuraient la sécurité des communautés juives disséminées sur l'ensemble du territoire de l'actuel Israël. La plus connue d'entre elles, la Haganah, qui avait déjà une expérience très poussée des combats de haute intensité. Or, quelques années auparavant, ces milices avaient constitué une alliance pour accélérer par les armes le processus de décolonisation britannique. Ce réseau s'était nommé le Mouvement de Rébellion Hébraïque ou de Résistance Unie. Bref, ces opérations militaires à répétition ont permis une coordination plus approfondie de ces organisations pourtant très différentes les unes des autres, à tel point qu'une forme de synergie s'est créée, ce qui a fini par aboutir à la création d'une armée régulière, Tsahal, avec son armée de terre, son armée de l'air et sa marine. Et puis il faut se replacer dans le contexte de l'époque aussi. De très nombreux membres de ces toutes nouvelles forces armées avaient déjà eu l'occasion de se battre, soit pour défendre les communautés juives attaquées par leurs voisins arabes, soit pour lutter contre l'armée coloniale britannique. Même que certains d'entre eux étaient des vétérans de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. En fait, avant d'être britannique, la Palestine avait été ottomane durant plus de 4 siècles. Mais en 1920, l'Empire ottoman est défait par le Royaume-Uni qui l'oblige à signer le traité de Sèvres. Les Turcs cèdent alors le contrôle de la Palestine à l'Empire britannique, alors que la France, elle, obtient de la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies, un mandat sur le Liban et la Syrie. Bref, revenons aux milices paramilitaires juives. Déjà, on considère que la toute première force armée juive s'est formée au sein même de l'armée britannique. Elle s'appelait la Légion juive et ses premiers faits d'armes remontent à la Première Guerre mondiale. Puis, entre 39 et 45, près de 40 000 juifs ont combattu aux côtés de l'armée britannique la Wehrmacht commandée par Rommel en Tunisie, en Libye et en Égypte.
À partir de la naissance de l'État d'Israël, l'idée était de créer une force régulière hautement professionnalisée et qui pourrait, si nécessaire, s'élargir à un nombre encore plus vaste de citoyens israéliens, des civils, mais entraînés au métier de l'armée. En gros, si l'État hébreu devait faire face à un péril imminent, il devrait pouvoir réagir en comptant sur toutes les ressources humaines disponibles. Mais il se trouve que 75 ans plus tard, ce modèle est resté bien en place et qu'il est totalement intégré à la doctrine militaire israélienne d'aujourd'hui. Mais depuis les guerres israélo-arabes, pas mal d'eau a coulé sous les ponts. Le contexte d'aujourd'hui est très différent de celui de la guerre d'indépendance en 48, de l'expédition franco-anglo-israélienne de Suez en 56, de la guerre des 6 jours en 67 ou de la guerre du Kippour en 73. On va t'expliquer ce qui a vraiment changé. Une menace protéiforme. Les dangers qui menacent l'État hébreu ne cessent d'évoluer, forçant l'armée israélienne à s'adapter pour être en mesure d'y faire face. Mais c'est surtout ces 20 dernières années que les mutations au sein des organisations qui guettent les moindres faits et gestes d'Israël se sont accélérées. Depuis sa création jusqu'à la fin du XXe siècle, la principale menace pour l'État israélien, c'était les pays voisins, dotés d'armées régulières et professionnalisées. On vous parle de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie. Et depuis 1979, de l'Iran aussi. Des adversaires contre lesquels les guerres se sont répétées à plusieurs reprises en plus. D'ailleurs, la Syrie est le seul pays arabe ayant déjà livré une guerre à Israël, qu'elle a perdue au passage, et qui aujourd'hui n'a toujours pas signé d'accord de paix. Les guerres israélo-syriennes, il y en a eu en 48, en 67, en 73 et en 82. En fait, depuis la signature des accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie, la Syrie est la dernière menace existentielle étatique pour Israël aux côtés de l'Iran. Le truc, c'est que les forces israéliennes ont été entraînées pour la guerre conventionnelle, c'est-à-dire entre au moins 2 armées régulières belligérantes. Mais en 2011, le changement de paradigme est brutal. Le printemps arabe démarre en Tunisie et s'étend à l'Égypte, jusqu'à parvenir à la Syrie. Le régime de Bachar al-Assad a du mal à contenir cette euphorie populaire et réprime le mouvement dans le sang. Aujourd'hui, il a beaucoup d'ennemis, dont les Kurdes, la communauté occidentale et l'organisation État islamique. C'est le début de la guerre civile. Un conflit qui dure encore aujourd'hui, mais surtout qui a forcé le régime syrien à se concentrer sur sa propre survie, relâchant ainsi la pression sur l'ennemi juré, Israël. À présent, l'armée syrienne, elle est grandement fragilisée. Elle peine à contrôler l'ensemble du territoire. En fait, c'est la légitimité même du régime de Damas qui est remise en question. Bref, comme on te l'a expliqué dans notre dernière série sur la guerre israélo-palestinienne, aujourd'hui, ce sont des organisations non étatiques, le Hamas et le Hezbollah, qui constituent la principale menace pour l'État hébreu. 2 organisations terroristes entraînées, financées et armées par l'Iran. Or, ce genre de groupe paramilitaire n'obéit pas aux règles de la guerre conventionnelle. C'est une nouvelle forme de conflit, la guerre asymétrique. Alors quel est leur modus operandi? Les infiltrations en territoire ennemi, des attentats contre la population civile, des enlèvements et des tirs de roquettes complètement hasardeux. Mais ils mènent aussi un front dans le cyberespace, avec des attaques informatiques et une guerre informationnelle. Face à ces nouvelles formes de menaces, les forces de défense israéliennes ont dû s'adapter. Et pour ce faire, Tsahal a mené 2 grandes réformes qui, aujourd'hui, ont été achevées avec plus ou moins de réussite. Dans cette vidéo, on va t'expliquer la plus ambitieuse de ces 2 refontes, le plan Gideon. 75 milliards de dollars répartis sur 5 années, qui devait aboutir à la transformation en une armée moins nombreuse, mais beaucoup plus létale. Pour bien capter, on va vous donner 2 chiffres. Depuis 85, l'armée israélienne a réduit son nombre de chars de 75%. Pas mal, hein? Et bah, sur la même période, l'armée de l'air israélienne compte 2 fois moins d'aéronefs de combat. Le but de cette nouvelle armée, être en mesure d'affronter efficacement des groupes paramilitaires comme le Hezbollah et le Hamas. Aujourd'hui, avec l'invasion terrestre de Gaza, c'est l'occasion de prouver ou non l'efficacité du plan Gideon. Du coup, chez Diplo, on s'est posé quelques questions. Cette mutation de Tsahal, de quelle manière elle s'est opérée? Est-ce vraiment la meilleure stratégie de défense ou Tsahal a-t-il commis une erreur dans la conception de sa nouvelle doctrine militaire? On va tout expliquer. Un caméléon défensif. La mise en œuvre du plan Gideon est assez récente. Il a été lancé en 2015 et approuvé l'année suivante par le gouvernement israélien. L'idée, c'était de réduire les effectifs militaires tout en modernisant l'armée israélienne.
La première étape, c'était le passage d'une force régulière de 45 000 troupes à 40 000. Pareil pour le nombre de recrues. La durée du service militaire obligatoire, elle, a été réduite de 4 mois. D'ailleurs, cette durée devrait encore être raccourcie de 2 mois supplémentaires dans les années à venir, même s'il est probable que la situation sécuritaire actuelle finisse par changer la donne. En revanche, la composante qui a connu un bouleversement drastique et soudain, c'est le nombre de réservistes qui a chuté de 30%. On parle de 100 000 réservistes qui ont été libérés de leur service. Alors la question, elle est légitime. Déjà que l'État hébreu est entouré d'ennemis, pourquoi les stratèges militaires israéliens souhaitent réduire davantage les effectifs de l'armée? Mais ça s'explique par l'adoption d'une nouvelle doctrine militaire. Déjà, le périmètre des opérations de l'armée israélienne est beaucoup plus réduit qu'auparavant. Tsahal ne cherche plus à mitiger les menaces pesant sur l'État hébreu en misant sur l'occupation de territoires conquis à l'ennemi, comme par exemple ce fut le cas avec le désert égyptien du Sinaï, qui a été sous tutelle israélienne à 2 reprises. La première fois, cette occupation militaire n'avait duré que quelques mois à l'issue de la guerre israélo-égyptienne de 56. La seconde, c'était à la fin de la guerre des 6 jours de 1967. Cette fois-ci, l'occupation dura 15 longues années. La tactique israélienne consiste désormais à contrôler une zone délimitée en territoire hostile, afin d'éliminer aussi précisément que possible les menaces telles que des rampes de lancement de missiles ou des infrastructures souterraines. C'est avec cet objectif en tête, la mise en œuvre de sa nouvelle doctrine militaire, que Tsahal avait dès 2011 déployé ses premières brigades de combat autonomes. Les forces d'intervention israéliennes étaient donc à même de réagir beaucoup plus rapidement aux menaces extérieures, notamment grâce, selon la situation, à un appui aérien ou naval. C'est la naissance d'une sorte de commandement interarmé pour articuler les différents corps d'armée sans s'encombrer d'étapes intermédiaires qui pourraient retarder une riposte, dans des situations où chaque minute compte. Évidemment, ces réformes se sont aussi accompagnées d'une modernisation de l'équipement du Troufion et d'une mise à jour des méthodes d'entraînement. Aujourd'hui, les objectifs militaires ne sont plus les mêmes. L'infanterie et la cavalerie sont formés au combat urbain et à la destruction d'infrastructures souterraines. Rappelle-toi, on t'en avait déjà parlé dans cette vidéo. Le Hamas a construit plus de 500 km de tunnels à Gaza. Ça leur permet de se déplacer en toute discrétion, de prendre l'ennemi à revers, de planquer leur stock de munitions et de vivres, de battre en retraite si nécessaire, mais aussi de servir de cachette aux otages et aux cadres du Hamas. Enfin, ceux qui ne sont pas planqués au Qatar. Or, à mesure que Tsahal est parvenu à achever l'encerclement de Gaza City, les tunnels vont devenir un véritable bourbier pour les soldats israéliens. Déjà parce que c'est beaucoup plus difficile à détruire que des immeubles en surface. D'où la création de l'unité Yahalom, spécialement conçue pour repérer les tunnels avant de s'y engouffrer pour neutraliser les terroristes présents dans le réseau souterrain. Une fois la tâche accomplie, les membres de l'unité Yahalom se chargent de détruire les tunnels pour qu'ils ne soient plus une menace pour l'arrière-ligne. Sauf que malgré tous leurs efforts, les tunnels sont encore très nombreux. Ils permettent toujours aux combattants du Hamas de se mouvoir avec rapidité et discrétion, ce qui complique d'autant la tâche des forces de sécurité israéliennes. Un combattant du Hamas peut sortir d'un tunnel, tirer une roquette sur un char en moins de 40 secondes et fuir aussi vite qu'il est arrivé. Pareil pour les snipers qui peuvent rapidement changer de position pour se tenir à distance de la ligne de feu adverse. L'un des effets recherchés par le Hamas en bâtissant ces infrastructures souterraines, c'est d'avoir contrecarré l'artillerie israélienne, inadaptée à ce type de combat. Dans les années 60 et 70, l'artillerie avait joué un rôle clé dans la stratégie israélienne. Mais aujourd'hui, elle est passée au second plan. Déjà, c'est plutôt évident, mais elle est beaucoup moins efficace pour toucher les positions ennemies souterraines. Si elles sont proches de la surface, elles peuvent quand même être endommagées, mais ça reste peu courant. L'artillerie sert surtout à toucher des cibles à découvert, peu mobiles et assez volumineuses. Or, dans le scénario de la guerre que livre Israël au Hamas, c'est loin d'être le cas. En plus, le risque de tirs amis ou de dommages collatéraux, comme par exemple des civils, est exponentiellement plus élevé. L'artillerie massive n'est plus une solution adaptée à cette forme de conflit. Pour y remédier, Tsahal a remplacé ses unités d'artillerie par des unités spécialisées dans le maniement des drones, d'où l'émergence de l'unité Zik, armée de drones Hermes 450 et Hermes 900, fabriqués en Israël et aux usages multiples. Ils servent au renseignement, à la guerre électronique et au ciblage laser pour les tirs de missiles de précision. Une autre unité, les Sky Riders, se dédient exclusivement à la collecte de renseignements depuis les airs pour informer en temps réel les unités sur le terrain.
substituer l'artillerie par les drones. Fallait y penser. Et on est encore loin du compte. L'armée israélienne a aussi investi le champ de bataille numérique. Elle prend les cybermenaces très au sérieux. Par exemple, l'Aman, le renseignement militaire israélien, a mis en place un algorithme de deep learning pour analyser des centaines de millions de données, genre des images, des vidéos et des bandes sonores, afin d'identifier des cibles stratégiques. Une fois ces cibles identifiées, des analystes prennent le relais pour les vérifier, les hiérarchiser et les transmettre à leurs supérieurs afin de réaliser des frappes de précision. L'identification et la localisation d'objectifs militaires est devenue un véritable atout des forces de défense israéliennes. Le cyberespace est devenu si crucial que Tsahal a même modifié l'un des remparts de sa doctrine militaire. Auparavant, tous les soldats, même les non-combattants, devaient suivre une formation militaire plus ou moins approfondie. Aujourd'hui, les soldats peuvent directement intégrer les corps chargés de la guerre numérique, sans passer par la case d'entraînement au maniement des armes à feu. Ça a pas l'air de grand chose dit comme ça, mais c'est un bouleversement profond dans les habitudes de l'armée israélienne. Ni l'armée de l'air, ni la marine, n'y échappent. D'ailleurs, le poids de l'armée de l'air dans la stratégie défensive de l'armée israélienne est beaucoup moins important qu'auparavant. Alors c'est vrai que ça peut paraître contradictoire à l'heure où des F-15 et des F-16 bombardent des cibles à Gaza. Des cibles qui, rappelons-le, leur sont pointées par des drones grâce au guidage laser. Des drones qui sont eux-mêmes télécommandés par des opérateurs sur le terrain. En fait, la domination aérienne n'est plus une priorité de Tsahal, car c'est pas comme si le Hamas, le Djihad islamique palestinien ou le Hezbollah avaient des chasseurs pour riposter, ou même des systèmes de défense antiaérienne efficaces. Rappelez-vous qu'à l'heure actuelle, les forces aériennes du Hamas, ce sont juste quelques paramoteurs. En fait, l'armée israélienne a donné la priorité à la furtivité des chasseurs bombardiers et à la précision des missiles embarqués, qui lui sont bien plus utiles que des chasseurs polyvalents pour des batailles aériennes de plus en plus rares au XXIe siècle. En revanche, si les effectifs de l'armée de l'air israélienne ont diminué de moitié, elle a néanmoins réalisé un bond technologique en avant en se dotant dès 2015 de F-35 de 5e génération. L'une des principales caractéristiques de ce chasseur bombardier furtif, c'est qu'il n'est pas conçu pour le combat aérien, mais plutôt pour le bombardement de précision. En cas de rencontre hostile dans les airs, il peut aussi abattre toute menace grâce à ses missiles à moyenne et longue portée. Et finalement, il a aussi la capacité d'embarquer des charges nucléaires. Ça, c'est surtout pour dissuader l'Iran. Évidemment, la marine israélienne n'est pas en reste. Elle aussi a connu des changements radicaux. En fait, la modernisation de la flotte israélienne est l'une des priorités du haut commandement de Tsahal. En même temps, c'est pas étonnant. Comme Israël est entouré d'ennemis, le pays fonctionne quasiment comme une île. Je m'explique. 98% des marchandises importées en Israël arrivent par la Méditerranée et plus de 80% de la population israélienne vit sur le littoral, long de 197 km. Pareil pour les infrastructures critiques comme les centrales électriques, les ports, les usines de dessalement et certaines bases militaires qui se situent essentiellement sur les côtes. En fait, les forces navales israéliennes avaient été conçues dans l'esprit d'affronter celles de l'Égypte et de la Syrie. Elles étaient donc essentiellement composées de destroyers, de frégates équipées de lance-missiles et de sous-marins, ce qui nous fournit l'opportunité parfaite pour glisser une anecdote historique. En 1969, l'État israélien a réussi à piquer dans le port militaire de Cherbourg des navires qu'il avait achetés à la France, mais dont la livraison avait été bloquée par le gouvernement français de l'époque. En fait, la France avait mis en place un embargo sur les livraisons d'armement à destination d'Israël. C'est l'incroyable affaire des vedettes de Cherbourg. Bref, on referme la parenthèse historique. Aujourd'hui, il est peu probable que la marine israélienne soit à nouveau confrontée à un conflit maritime de haute intensité. Et ce, depuis la fin de la guerre de Kippour en 73, qui a abouti au traité de paix israélo-égyptien de 78. La marine israélienne a entrepris le démantèlement de tous ses destroyers et a substitué ses frégates lance-missiles par des patrouilleurs et des vedettes plus rapides et plus agiles. Alors, on peut se questionner sur les choix stratégiques de l'armée israélienne. En réduisant ses capacités opérationnelles en mer, est-ce que Tsahal n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? Il se passe quoi si un pays avec une armée régulière comme l'Iran déclare la guerre à Israël? Bah ouais, c'est sûr que l'armée israélienne est en train de prendre un gros risque. D'ailleurs, le fameux plan Gideon, dont on vous a parlé au début de la vidéo, a suscité une énorme controverse même au sein du
du haut commandement. Déjà en 2006, 10 ans avant l'annonce de ce plan, la marine israélienne n'avait pas été en mesure d'appuyer les troupes au sol parce qu'elle n'en avait juste pas les moyens. Pour rappel, l'excursion israélienne contre le Hezbollah ne s'est pas vraiment conclue par une victoire militaire de Tsahal. On va être plus précis. Aujourd'hui, la marine israélienne dispose de navires plus légers, plus rapides et plus agiles, parfaits pour surveiller le littoral et affronter épisodiquement des navires hostiles. En revanche, ils disposent d'un bouclier antimissile beaucoup moins performant que les destroyers et les frégates, dont le tonnage est nettement plus important. Donc, en se concentrant sur la menace que représentent le Hamas et le Hezbollah, est-ce que l'armée israélienne a exposé son autre flanc? A-t-elle décidé d'ignorer la menace d'une guerre conventionnelle contre une force régulière ennemie? Chapitre suivant. La forteresse israélienne. À partir de la fin des années 2010, l'armée israélienne a complètement modifié sa doctrine militaire. L'objectif n'était plus l'anéantissement total de l'ennemi. La nouvelle stratégie consistait à maintenir une pression constante sur les forces adverses, mais avec des moyens plus modestes pour éviter un embrasement du conflit. Il s'agissait dès lors de faire baisser les risques à un niveau jugé acceptable aux yeux de la société israélienne. On est donc passé à une nouvelle tactique défensive, la défense active, également désignée par l'expression auto-fortification. Un exemple concret, l'État israélien a érigé des centaines de kilomètres de clôtures électrifiées ou barbelées et des dizaines de kilomètres de murs fortifiés. Cette fameuse barrière de sécurité, ce mur de l'apartheid comme l'appellent les Palestiniens, qui par endroits mesure jusqu'à 9 mètres de haut au niveau de la frontière avec le Liban et jusqu'à 6 à la frontière avec Gaza. Pour beaucoup, cette séparation physique du territoire israélien avec les territoires palestiniens est une manifestation concrète d'une pseudo-politique d'apartheid. La vérité, c'est que l'objectif des autorités israéliennes est purement sécuritaire, au-delà des discours politiques. Suffit de regarder les faits. Cette barrière est renforcée par de l'acier dans les zones les plus sensibles. Et autour de Gaza, en plus du mur que vous pouvez voir en surface, il y a aussi un mur souterrain qui fait plus de 65 km de long et qui va jusqu'à 30 mètres de profondeur. En plus de la barrière de sécurité, les frontières terrestres regorgent de détecteurs de mouvement, de caméras thermiques à infrarouge, de caméras à vision nocturne et de capteurs en tout genre pour repérer d'éventuelles tentatives d'infiltration. Au-delà des frontières terrestres, l'armée israélienne dédie aussi des ressources à la protection de son espace maritime. Depuis 2018, la frontière avec les eaux territoriales gazaouis est composée de 3 couches. Un brise-lames, des rochers avec des barbelés et des capteurs de toutes sortes. L'objectif, c'est pas d'isoler les Palestiniens, contrairement à ce que dit le narratif mainstream, mais plutôt d'isoler les Israéliens de leurs voisins en créant une zone tampon. D'ailleurs, l'État hébreu n'encercle pas les territoires palestiniens. La frontière de la Cisjordanie avec la Jordanie est à la libre appréciation des autorités jordaniennes, et pareil avec Gaza et sa frontière avec l'Égypte. L'objectif du mur souterrain, le long de la frontière avec Gaza, c'est pas de séparer les civils palestiniens et israéliens, mais d'empêcher le Hamas de construire des tunnels pour s'infiltrer en Israël et commettre des pogroms comme ceux du 7 octobre. Et en ce qui concerne la barrière de sécurité en superficie, la hauteur des murs qui séparent Israël des territoires palestiniens ont 2 objectifs. D'une part, dissuader les personnes mal intentionnées de s'infiltrer sur le territoire israélien, mais aussi d'empêcher des snipers côté palestinien d'abattre des cibles côté israélien. On n'invente rien, ça s'est déjà produit par le passé. Voilà, tous ces éléments sont constitutifs de la nouvelle doctrine défensive de l'armée israélienne. Sauf que ce repli sur soi, c'est pas forcément la meilleure tactique, ou en tout cas c'est de mauvais augure pour l'avenir de la nation juive. Une nation qui se fortifie avec des clôtures, des barrières et des murs est une nation qui vit dans la peur. Plus nous construisions des clôtures le long de nos frontières, plus notre doctrine de sécurité dépendait de la défense et de l'autofortification. Une société qui construit de plus en plus de clôtures est une société qui vit dans la peur. Logiquement, on pense que les fortifications projettent une image de force, mais la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Au contraire, elles projettent la peur. Yehuda Bach, colonel de l'armée israélienne. Le truc, c'est que non seulement ce colonel a raison, mais en plus les défenses érigées par l'armée israélienne n'ont pas suffi à empêcher l'attaque du 7 octobre. L'illusion de forteresse imprenable, le sentiment d'invincibilité, tout ça, c'est parti en fumée. Par péché d'orgueil, les services de renseignements israéliens ont considéré qu'une attaque du Hamas sur le sol israélien était improbable. D'une part parce que selon eux, le Hamas n'en était pas capable, mais aussi parce que les défenses israéliennes étaient invincibles. Et non seulement ils se sont trompés sur la résolution mortifère
mortifère des combattants du Hamas, mais en plus, ils y sont parvenus avec des moyens artisanaux. Ils ont eu recours à des Toyota Hilux et simili, des drones DJI qu'on trouve dans n'importe quel Fnac, qui ont neutralisé des caméras de surveillance et des blindés en larguant des grenades, mais aussi avec des paramoteurs et en réalisant une cyberattaque de grande ampleur pour neutraliser les moyens de surveillance électronique de l'armée israélienne. On est en droit de s'interroger sur le degré de préparation de Tsahal en cas de conflit à grande échelle. A trop adapté ses tactiques et son matériel à la guerre asymétrique, est-ce que l'armée israélienne a délaissé l'éventualité d'un affrontement conventionnel contre une armée régulière? Mais les analystes sont nombreux à se poser la question, surtout après l'humiliation et le revers infligé aux forces israéliennes lors de l'attaque de début octobre. On ignore si l'Iran finira par attaquer ou pas, soit directement, soit via le Hezbollah libanais. Mais on n'est jamais à l'abri que les autres pays arabes de la région finissent par faire volte-face et attaquer une nouvelle fois l'État hébreu. On pense à la Jordanie, mais aussi à l'Égypte si jamais les frères musulmans retournent au pouvoir. Au Moyen-Orient, rien n'est jamais moins sûr. En dernier recours, il y aura toujours l'allié états-unien et la bombe atomique. Mais si on en arrive là, alors on peut raisonnablement craindre que le conflit s'exporte au monde entier. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut que constater et dresser la liste des échecs des services de renseignement, de l'armée et du gouvernement israélien. Voilà, c'est tout pour nous. Maintenant, c'est à ton tour. La nouvelle doctrine militaire de l'armée israélienne était-elle la bonne? Ou est-ce que le haut commandement de Tsahal, obnubilé par le risque de guerre asymétrique, a ignoré les autres périls qui menacent l'État hébreu? Tu peux nous partager ton avis dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager à tes potes. Allez, tchuss!